suis une passionnée de sciences de la communication. Ayant travaillé sur des stratégies réseaux sociaux, je vois encore plus les réseaux sociaux comme un levier stratégique pour être son propre média, avoir un média qui est fort, suivi en temps de crise, mais pas que, pour faire entendre ses messages et créer de la préférence. Ce qui fait que les gens sont fidèles à leur assureur, c'est beaucoup du fait de leur conseiller. Comme l'IA, un peu, ça va être un game changer pour la communication écrite. Je pense que plein de gens vont se mettre aussi beaucoup plus sur LinkedIn, ça va être facilité du fait de l'IA. La com orale, en revanche, ça va pas être pareil. Et là, je pense qu'on va faire vraiment la différence. L'IA te génère pas d'idées, ou elle te génère des idées qui sont globalement standards. Les meilleurs posts, c'est les posts en fait que tu as vécu. Moi, la plupart du temps, je dis à mes clients, je me dis, Marie, j'ai pas tellement d'idées. Je fais, mais ton quotidien est une source d'idées intarissable. La dernière objection client que tu as eue, c'est un super post. Le dernier sinistre que tu as géré qui s'est pas bien passé, c'est aussi une source d'enseignement. Et donc ça, l'IA, elle peut pas l'inventer, tu vois. Il va te faire des trucs un peu bateaux. Je suis en train de finaliser mon offre d'accompagnement pour les agents généraux. Et donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des agents pour comprendre leurs freins, leur utilisation au quotidien, etc. Et en fait, je me suis aperçue que pour beaucoup d'entre eux, maintenant, ils communiquaient plus sur leur marque personnelle que sur la marque corporate. Être présent sur les réseaux, c'est plus qu'un atout. Maintenant, c'est vraiment un game changer. Aujourd'hui, on parle assurance, communication et visibilité digitale avec une invitée inspirante, Marie-Christine, entrepreneuse et engagée avec Congruente, qui nous partage du coup son regard sur l'importance d'une présence stratégique sur les réseaux sociaux, dans un secteur parfois perçu comme très traditionnel. Donc bonjour Marie-Christine, je suis très content de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon dont tu le souhaites ? Salut Antoine, merci pour ton invitation sur ton podcast. Je suis très contente d'être avec toi ce matin. Écoute, déjà, tu as dit pas mal de choses. Donc Marie-Christine Fontaine, il faut que tu saches que beaucoup de gens dans mon réseau perso ou pro m'appellent Marie. Et donc peut-être que ça va les surprendre d'avoir mon état civil. Mais donc Marie-Christine Fontaine, fondatrice de Congruente. Je suis une passionnée de sciences de la communication. J'insiste sur le mot science parce que la communication, c'est pas une matière molle, c'est vraiment une matière avec des méthodes, avec des scientifiques, avec des personnes qui ont réfléchi à cette matière. Et c'est quelque chose qui me passionne et j'en ai fait mon métier. Et je l'exerce encore aujourd'hui en indépendante et j'aide en fait les assureurs dans leur communication. Alors, tu as à peu près plus de 15 ans de communication, en tout cas pour AXA. Maintenant, moi, c'est la question que je me pose. Après autant d'années d'expérience dans un grand groupe, pourquoi t'être lancé en fait dans l'entrepreneuriat avec Congruente ? Écoute, AXA, c'est mon premier employeur. Comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai étudié la communication jusqu'à mon bac plus 5 et je cherche mon stage de fin d'études. Et j'arrive chez AXA en tant qu'attachée de presse parce que c'est vraiment un des métiers dans la communication que tu apprends vraiment sur le tard, vraiment avec l'expérience. Contacter les journalistes, faire des pitchs, c'est quelque chose que j'avais envie de renforcer. Et tu vois, je suis arrivée un peu par hasard pour 6 mois. Je suis restée 15 ans et en réalité, j'aurais pu encore rester les 15 ans suivantes parce que c'est une boîte que j'aime, parce que c'est une boîte qui permet de grandir et on m'a laissé beaucoup de liberté. Cette liberté aussi que j'affectionne dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai beaucoup mené de projets d'intra-entrepreneuriat, comme on peut les appeler maintenant chez AXA. Et puis, j'ai contribué, si tu veux, à un petit peu transformer la communication, parce que moi, je suis vraiment arrivée à un moment où les réseaux sociaux, ils arrivaient, tu vois. LinkedIn a 20 ans cette année, donc c'est pas des sujets tout à fait nouveaux. Donc, j'ai beaucoup travaillé, façonné la manière dont AXA allait être présent sur les réseaux sociaux, aussi beaucoup l'écoute des réseaux sociaux au départ, parce qu'on n'y était pas. Donc, qu'est-ce que les gens disaient de nous, comment on allait interagir avec eux, comment on allait en faire un endroit pour créer du lien avec qui. Donc ça, c'était passionnant. J'ai monté l'équipe réputation, influence. J'ai fait des trucs formidables avec des équipes incroyables. Et je crois que le Covid, ça a été un moment, mais comme des millions de Français, on l'a tous vécu. Tu vois, un moment d'introspection. Et il y a 2 facteurs qui jouent un peu dans ma décision, voilà, de partir et de faire quelque chose par moi-même. La première, c'est ce moment où c'est la pause pour tout le monde. Tu es chez toi, tu essayes de faire au mieux entre tes obligations familiales, ta vie pro, la protection aussi de nos aînés, tu vois. Moi, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. Mes parents sont tout seuls.
comment ça allait se passer pour eux, leur santé est fragile. Donc c'est un moment hyper particulier où en fait tu te recentres un peu et donc arrive ce questionnement, mais que plein de gens ont vécu, peut-être que toi aussi. Ouais, tu changes de boulot, enfin, tu te remets en question un peu, en fait. Tu vois, t'es vraiment, comme tu dis, l'introspection. En fait, t'es chez toi. Moi, j'étais chez moi. En plus, moi, je l'ai vécu dans un studio 20 mètres carrés, tu vois. Ah, ok. Donc, l'introspection, elle était vraiment, vraiment lourde, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis, en fait, de te remettre en question pendant cette période. Oui, tu te poses des questions sur ce que tu as fait jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce qui va t'animer encore sur les 10, 20 ans à venir. Donc ça, c'est un premier truc. J'ai réfléchi fort. J'ai pas tout de suite la réponse, mais bon, je me dis, bon, tu as peut-être des aventures à vivre, des défis aussi à relever. Et l'autre événement qui finalement va accélérer un peu cette décision, c'est la crise de la PESD. Donc la PSD, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est la perte d'exploitation sans dommage, c'est la crise qu'on a appelée la crise des restaurateurs. D'accord, ouais. Donc en mars 2020, l'État français, Macron ou son Premier ministre annonce la fermeture administrative de milliers de restaurants en France. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces restaurateurs vont se tourner vers leur assureur pour actionner une garantie qui s'appelle la perte d'exploitation, qui est une garantie que tu peux avoir si jamais ton restaurant subit une inondation, un incendie, etc. C'est-à-dire que l'assureur va couvrir une partie de ton chiffre d'affaires que tu n'as pas pu faire. Ça ne te parle pas du tout, cette crise-là ? Ça me parle pas, tu vois, j'ai pas l'image de ça, ouais. Ok. Écoute, moi, je l'ai vécu, j'ai l'impression que le monde entier était au courant, donc c'est aussi un effet de halo, tu sais, quand tu es au cœur du réacteur. Mais c'est une crise majeure pour le secteur des assurances, je dis crise, mais en réalité, c'était une communication sensible parce qu'elle a duré un an et demi. Et donc, on va avoir un flot discontinu de retombées médiatiques extrêmement négatives sur le fait qu'on ne fait pas notre travail, qui est porté en plus par des hommes et des femmes, des restaurateurs, qui est un métier qui est très apprécié en France, qui racontent leur désespoir, vraiment leur galère dans cette époque. Tu te rends compte, tu es entrepreneur et on te dit tu vas fermer pendant X mois, il ne se passe plus rien. Donc, les médias tirent à boulet rouge sur les assureurs. Moi, je fais partie de la cellule de communication de crise. Et donc, on se démène, en fait, pour faire entendre nos arguments. Et je ressens une énorme frustration parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on a le sentiment que les médias ne nous laissent pas la place pour nous exprimer, pour donner nos arguments qui reposent essentiellement sur des interprétations et des écritures contractuelles. Et puis, je suis frustrée parce que j'ai l'impression que quand on a l'espace médiatique pour le faire, on n'est pas bon. On n'est pas bon, on n'est pas entendu, on n'est pas éloquent. Et en fait, je comprends maintenant pourquoi ça a été difficile pour nous, parce qu'on avait un discours qui reposait essentiellement sur des arguments de logique, alors qu'en face de nous, nous avions des hommes et des femmes qui parlaient avec leur visage, qui parlaient de leur vie, de leur quotidien difficile. Et donc, je ne sais pas si tu connais le triangle de persuasion. Donc, d'un côté, on a le pathos, qui est très, très fort. Et de l'autre côté, nous, on était sur un enjeu de logos, la logique. Et je peux te dire que si tu veux faire un battle d'éloquence pathos contre logos, c'est le pathos qui va gagner. Ouais. L'adhésion, l'empathie va aller vers le pathos. Donc, hyper dur. Donc, je ressors de ça avec beaucoup de frustration, un peu fatiguée parce que c'était assez éprouvant je me doute, humainement. Et puis, je me pose la question de comment on aurait pu mieux faire. Et ayant travaillé sur des stratégies réseaux sociaux, je vois encore plus les réseaux sociaux comme un levier stratégique pour être son propre média, avoir un média qui est fort, suivi en temps de crise, mais pas que, pour faire entendre ses messages et créer de la préférence. Et un média aussi où le pathos peut être beaucoup plus audible que n'importe quel endroit, autre média sur la Terre. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors, en termes de communication, maintenant, on parle pas mal de réseaux sociaux qui est vraiment devenu un vrai média. À côté, je dirais Argus de l'assurance, tous les vrais médias traditionnels en assurance. Toi, ça, tu le vois comment, en fait, cet aspect différentiel entre réseaux sociaux et médias traditionnels ? Là, tu dis que c'était difficile, visiblement, pendant cette période, que les médias, vous ne mettez pas vraiment en lumière sur cette période-là, plus du coup à l'écoute des personnes qui étaient en difficulté. Toi, tu penses que sur les réseaux sociaux, ça te permet d'avoir un équilibre vraiment plus, comme tu disais, pathos ou logique. Tu penses que les réseaux sociaux permettent de mettre la logique plus en avant que le pathos ou pas du tout ? Alors,
Déjà, pour répondre à ta question, je pense que c'est des choses tout à fait complémentaires. On aura toujours besoin des médias pour faire passer nos messages. Tu as cité la presse spécialisée. Bien sûr, c'est hyper important de communiquer auprès des partenaires, etc. Sur les médias grand public, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Je pense que ça tend en plus à encore plus se stresser, ce sujet-là. Parce que les médias, ils sont quand même dans un sujet d'équilibre économique extrêmement fort et que ça joue par de l'audience. Donc, est-ce que à un moment, tu te retrouves sur un sujet de « je vais parler uniquement de choses qui font de l'audience ». Est-ce que les crises font vendre ? Oui, probablement. Les crises font vendre, les crises font de l'audimat. Tu regardes comment fonctionnent les chaînes d'information continue et quels ont été leurs pics d'audience. Et c'est un fait qui est tangible. Donc, ça demande à nous, communicants, aussi à se dire « Ok, vers quel autre média on va pouvoir se tourner ?» Ce que tu fais, les podcasts, c'est un super média aussi, il faut qu'on y aille aussi. Le brand content, c'est un formidable média pendant des années, ça existe encore et c'est complémentaire. En quoi les réseaux sociaux permettent de travailler le pathos ? Et bien, si tu veux, ce qui est super, c'est que c'est une personne qui parle. Quand je te suis sur les réseaux sociaux, c'est Antoine qui me parle. Antoine avec sa sensibilité, Antoine avec son expérience, Antoine avec sa vie perso aussi, peut-être, parce que ça forge aussi nos opinions et la manière dont on va s'exprimer. Et donc, c'est tout à fait différent de présence corporate, si tu veux, de marque. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai lu un post qui a été fait par Isabelle Lebotte, qui est la directrice générale de la France Mutualiste. Et donc, tu suis la France Mutualiste, donc c'est un fil corporate tout à fait traditionnel et on en a besoin, hein, ça fait complètement le job. Il fait de la promotion des offres, etc. Et Isabelle Lebotte, elle a un narratif qui est assez différent. Donc, elle a un narratif aujourd'hui qui est beaucoup sur la pédagogie financière. C'est un sujet qui la porte, qui l'émeut. Et elle a fait un post qui, en plus, a eu énormément d'engagement. Elle a parlé de son mariage. Et elle a parlé de la discussion que tu as peut-être eue aussi avec ton épouse, qu'on a eue peut-être tous. En tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à avoir ces discussions de comment on gère l'argent dans notre couple. Ah ouais, ça c'est un vrai sujet, je pense. Oui, ça, je l'ai vécu, ça. Et peut-être qu'elle n'est pas finie, cette discussion. Parce que je pense qu'elle ne sera jamais finie. Non, moi je viens de changer de statut. J'ai eu cette discussion avant de me lancer avec mon époux. Tu ne reviens pas avec les mêmes revenus. Pourtant, tu as des engagements, tu as tes enfants, etc. Donc, il y a quand même des choses à financer. Et donc, elle a parlé de ce sujet. Donc, tu vois, c'est un sujet hyper personnel. Donc, elle prône le discours de il faut que la pédagogie financière, elle se développe en France. Nous, on a un rôle à jouer. Moi aussi, je me suis posé ces questions-là. Et elle parle avec beaucoup de transparence. Elle a été même jusqu'à poster une vidéo du jour de son mariage. Donc, elle le fait avec beaucoup de subtilité et de protection de sa vie privée parce qu'ils sont de dos. Et donc, ça apporte un lien, en fait. Ça apporte un lien émotionnel avec ses publics, qui sont probablement ses collaborateurs, qui sont probablement ses distributeurs, mais aussi par ailleurs, des personnes qui vont se dire, tiens, la DG de la France humaniste, aujourd'hui, elle a dit quelque chose qui m'a interpellée. J'ai envie de la suivre. Et ça va créer de la préférence pour l'entreprise. Donc voilà, je t'ai fait une illustration de en quoi non, mais c'est intéressant, il y avait quelque chose d'assez exceptionnel dans les réseaux sociaux quand on parlait en son nom propre, en sa marque personnelle. Alors, j'ai eu un article de Brian Tracy, qui est un homme d'affaires, un écrivain américain, qui a publié pas mal de livres sur le développement personnel. Et il parlait pas mal de communication. Et du coup, il y a une phrase qui m'a interpellé qui disait « La communication efficace est la clé pour réussir dans les aspects de la vie. » Toi qui bosses dans la com déjà depuis très très longtemps, toi, comment tu définis le terme communication ? Elle est dure ta question. Alors, répète-moi la citation de Brian Tracy, c'est ? La communication efficace est la clé pour réussir dans les aspects de la vie. Oui, mais il a raison déjà. Il a raison, la communication, je pense que c'est central, mais dans toutes les facettes de notre vie, notre communication professionnelle avec nos collaborateurs, dans notre vie perso. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une étude que j'ai vue sur LinkedIn. LinkedIn, chaque année, référence les compétences clés pour un certain nombre de métiers. Et donc, j'étais agréablement surprise de voir que la communication orale faisait partie, la plupart du temps, pour tous les métiers dans le top 5. Donc, tu vois, on n'était pas sur un truc d'ingénierie ou d'IA, etc. Il y avait la communication orale.
Et ça, c'est très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi c'est aussi intéressant ? Et j'ai ma petite idée, c'est que je me dis que l'IA, il est en train de démocratiser la communication écrite. Mhm. Je sais pas si tu l'utilises dans ton Alors, quotidien. moi, j'étais vraiment... Enfin, l'IA, tout le monde en parlait. Moi, j'étais un peu réfractaire. Je ne dirais pas que c'est clivant, mais je sais par exemple, moi, dans mon quotidien, dans mon travail, je l'utilise pas. D'autres peuvent l'utiliser. Et c'est vrai qu'au début, moi, je me disais, mais en fait, c'est un peu fausser la réalité, tu vois, en mode, je vais utiliser ça pour rédiger quelque chose. Alors, après, tu as tout l'aspect aussi climat, en termes d'enjeux climatiques, parce que du coup, tu utilises des petits trucs que tu aurais pu faire toi-même, mais au final, tu dis, c'est plus rapide, je vais demander à ChatGPT, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, j'étais un peu réfractaire. Là, en ce moment, j'avoue que je commence un peu plus à rentrer dedans et à comprendre. Je sais que dans ma boîte, ils ont fait pas mal de petites formations sur l'IA, sur les prompts, etc. Donc, c'est vrai que je commence un peu à l'utiliser, ouais. Et tu te sens bien, et tu es plus à l'aise avec Je ça. me sens bien plus à l'aise. C'est rare que tu me poses cette question-là parce que je me suis jamais posé cette question. Mais en tout cas, ça t'apprend un peu les technos de maintenant, en fin de compte, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé à étudier, il n'y avait pas l'IA, quoi. Donc là, maintenant, les jeunes, moi, je sais que mes frères, par exemple, eux, prompt, hein, c'est leur quotidien un peu. Donc tu vois, il y a une génération qui est un peu différente. Et je me dis, en même temps, c'est comme nos parents, quand tu as eu l'ère d'Internet, l'ère des PC, après, il faut que tu rentres dedans. Et je pense que tu as une ère qui va arriver IA. Donc forcément, il faut que tu t'y intéresses. Parce que peut-être que dans plusieurs années, les boîtes vont vraiment l'utiliser au quotidien. Enfin, après, c'est mon avis, tu vois. Peut-être que ça va changer. Il y aura peut-être une nouvelle tech qui va arriver, tu vois. Mais en tout cas, c'est pour ça que je commence un peu à m'y mettre dedans, quoi. Et j'ai lu une interview de Luc Julia, le fondateur de Siri. Tu vois qui c'est, celui qui a des chemises improbables. Non, ça, je vois pas. Et qui est hyper connu parce que c'est un des Français qui a percé à la Silicon Valley. Ok. Et qui a revendu Siri à Apple. Et en fait, il disait dans une interview, et ça revient sur la communication et l'importance des mots. Mm-hmm. On appelle ça intelligence artificielle, mais en fait, il n'y a rien d'intelligent. Je crois que oui, ça me dit quelque chose, ouais. Et j'ai trouvé ça puissant, en fait. C'est de l'automatisation poussée à l'extrême. Moi, j'utilise l'IA très souvent parce que déjà, je suis pas à l'abri de faire une faute d'orthographe et du coup, j'aime bien l'utiliser comme ça. Puis aussi, je trouve que des fois, il y a des idées que j'ai du mal à craquer et c'est un bon ping-pong. C'est un bon partenaire pour ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'est pas intelligent. C'est qu'il a en fait accumulé un certain nombre d'écritures, de méthodes d'écriture. Donc, si je lui dis je veux écrire sur un post avec cette thématique, utilise la méthode AIDA, par exemple, ou une méthode de copywriting, il va me le faire. Et il va me le faire très bien. Mais il n'est pas intelligent. C'est juste qu'il fait appel à de l'automatisation et des méthodes qui sont des méthodes que l'humain a inventées. Bref, je referme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que comme l'IA, ça va être un game changer pour la communication écrite. Je pense que plein de gens vont se mettre aussi beaucoup plus sur LinkedIn. Ça va être facilité du fait de l'IA. La com orale, en revanche, ça ne va pas être pareil. Et là, je pense qu'on va faire vraiment la différence. D'autant plus que, je ne sais pas si tu as lu les études, mais il y a beaucoup de choses qui circulent sur toujours la crise du Covid, mais les conséquences du Covid sur les jeunes générations et leur capacité aussi de parole et de prise de parole en public. Il se trouve que c'est des générations qui, comme ils ont vécu sous cloche pendant 2 ou 3 ans, ils sont moins à l'aise avec la parole. D'accord. Beaucoup moins que nous. Alors que nous, on avait d'autres trucs. Ouais. La parole, c'est toujours un sujet compliqué. Donc, c'est intéressant de voir que LinkedIn le place dans les compétences phares et qu'effectivement, je pense il va falloir qu'on accompagne pas mal de gens sur le sujet. Et attends, du coup, pardon, ça va vite, mais je voulais juste te donner une autre citation. Ouais. Que celle de la communication qui est au cœur de nos vies. Oui, il y a une citation qui m'a beaucoup inspirée dans des projets. C'est celui qui sait écouter sera celui qu'on écoute. Ça veut dire que tu as beau avoir un pitch incroyable, waouh, etc. Tu t'es entraîné devant ta glace, etc. Si tu connais pas précisément les personnes à qui tu t'adresses, si tu sais pas dans quel état émotionnel ils sont, si tu sais pas quels sont les clichés, quels sont les référentiels, quelles sont les attentes qu'ils ont vis-à-vis de toi, ton pitch il va faire plouf, quoi. Ouais, ce sera un flop. Exactement. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant. C'est ce qui était un peu le slogan, enfin en tout cas la genèse d'un projet qu'on a mené chez AXA qui s'appelle la Social Room AXA France. On écoutait toutes les verbatims clients qui étaient dits sur AXA et on les utilisait pour créer des insights et on les utilisait aussi pour voir l'impact des communications qu'on produisait. D'accord.
Donc ça, c'est valable partout. Offline, online, quand tu es une marque, quand tu es une personne. Et pour faire le pont, comment tu as pris conscience de l'importance du personal branding dans le secteur de l'assurance? Alors, j'ai pris conscience de l'importance de ce sujet de manière assez précoce. Ok. Parce que tu vois, je sais pas, toi, tu as le sentiment, c'est une notion qui est apparue quand? Franchement, honnêtement, moi j'ai commencé quand je me suis dit tiens, vas-y, faut que je sois présent sur LinkedIn. Avant, j'étais un peu présent, mais en mode, je dirais, fantôme. Tu vois, personne qui va juste liker, mais qui va rien dire, qui va pas prendre position. Et j'ai commencé, je pense, à faire 5-6. Enfin, quand j'ai lancé le podcast, en fin de compte, je me suis dit tiens, je vais être un peu plus présent. Donc pour moi, le personal branding, je l'ai découvert avec Caroline Mignot. Ok. Et ça a commencé peut-être septembre ou été de l'année dernière. Ouais. Et avant cela, tu n'avais pas du tout conscience de... Avant cela, non, du tout. Ok. Tu vois, même, enfin, il y avait quand même cette image professionnelle où voilà, il fallait que je rende quand même une image que j'estime, enfin, vraiment alignée avec moi-même, tu vois, avec mes sentiments. Donc ça, je l'avais OK sur les réseaux, etc., ma photo de profil, etc. Mais après, tu vois, tout le développer, avoir un écosystème personal branding aussi développé que dans les bouquins que j'ai pu lire, ça, par contre, j'en avais vraiment pas conscience, ouais. Ok. Et Caroline Mignot, ce qu'elle fait, c'est vraiment très chouette. Son livre est très chouette et ses prods aussi d'ailleurs. Moi, j'ai pris conscience de celui-là, on devait être en 2009. Et en fait, je le découvre à travers un livre qui s'appelle « Réussir sa carrière à travers le personal branding », OK. qui a été écrit par une personne qui est devenue un ami, qui est un consultant extrêmement talentueux sur tout ce qui est prise de décision, change management, qui s'appelle Olivier Zara. OK. Et donc, il écrit ce livre en 2009. Donc, j'ose même pas compter les années qui nous séparent de ce livre. Mais en 2009, il écrit ce livre. Lui, c'est un Français, mais il est franco-canadien. Et donc, aux US, tu vois, c'est un autre état d'esprit là-dessus. Le sujet de faire sa marque, travailler sa marque personnelle, son expertise, son professionnalisme, c'est beaucoup plus dans leur ADN. Et donc, il produit ce livre. Et puis, on est amené à se rencontrer. Je vais suivre ses formations. Et donc, je m'intéresse à ce moment-là. Et pourquoi c'est important dans notre domaine? Parce que, je sais pas, il suffit que tu fasses un micro-trottoir, là, on va se balader. Qu'est-ce que vous pensez du secteur des assureurs? Il suffit que tu ailles dans un dîner. J'ai vu une de tes invitées, j'ai entendu une de tes invitées la dernière fois, qui est la fondatrice d'Okoa. Ouais. Et qui racontait cette anecdote. Tu t'en souviens? Ouais, après, c'est comme si on était des voleurs. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi, tu vois. Et même le micro-trottoir que j'ai fait pour, pareil, parler des sinistres, quand je l'ai invité, pour faire un peu, mettre en lumière sa start-up Okoa, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit micro-trottoir sur les sinistres en assurance. Le micro-trottoir a duré très longtemps et j'ai réussi à avoir 4-5 retours, tu vois, de personnes pour parler de l'assurance. Donc, c'était pas évident, en tout cas, ce secteur-là. Pour que les gens prennent la parole là-dessus, je trouvais que c'était pas évident, ouais. Ouais, et puis c'est quelque chose où il y a un récit dominant qui est effectivement pas très positif. C'était pas positif. C'est vrai qu'en plus, il faut, quand tu fais un micro-trottoir, tu vas un peu avoir les deux pendants, enfin du positif et du négatif, pas mettre que du négatif aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu plus de retours négatifs. Ouais, c'est un constat. Après, je pense que c'est un petit échantillon que j'ai fait. Après, je sais pas si sur toute la France, tout le monde dirait que l'assurance est négatif. Je pense qu'il y a quand même du positif là-dedans. Bien sûr. Mais ouais, c'était très compliqué, ouais, avec du recul. Ouais. Mais en fait, tu vois, ce que tu as vécu, ça a retranscrit quand même le fait qu'on est sur c'est un milieu, un secteur d'activité qui est assez complexe pour les Français, qui est méconnu, où on a encore besoin de faire beaucoup de pédagogie, où il y a un récit dominant qui est plutôt négatif. Alors, c'est assez drôle parce que quand tu interroges les Français sur qu'est-ce que vous pensez du secteur des assurances, donc, ok, t'as plein de choses de l'ordre des idées reçues que tu as pu voir. Quand tu les interroges sur leur assureur, là, ça change complètement de tonalité. C'est très drôle. Et donc là, ils parlent de leur assureur, qui sont contents de leur conseiller. Okay. Ils sont contents de leur conseiller. Et là, en fait, je t'ai dit la phrase qui fait que le personal branding, pour les assurances, il est primordial. La marque, elle dépense des millions de dollars, n'exagérons pas, des millions d'euros chaque année pour améliorer sa visibilité, sa considération. Ouais. Sauf que quand tu interroges des gens sur leur assureur, ils parlent de leur conseiller. Ils ne parlent pas de l'assureur. Ouais, ils ne parlent pas de l'assureur. Ce qui fait que les gens sont fidèles à leur assureur, c'est beaucoup du fait de leur conseiller. C'est lui qui va apporter l'expertise, la valeur, le conseil. Et donc, là, je me dis, c'est incroyable, c'est formidable. Il faut absolument qu'on muscle la présence des agents généraux, des distributeurs, des dirigeants, des experts pour expliquer, tu vois, puis qu'on arrête de nous sortir des choses improbables sur des résiliations, des trucs. Il faut qu'on explique, il faut qu'on ait la place pour le faire. LinkedIn
et un espace pour le faire, les réseaux sociaux. Donc je me dis, allons-y, c'est formidable. Pour les deux enjeux, pour vraiment un sujet plus corporate posé par les 4 dirigeants et sur le sujet plus social selling avec tous les agents généraux et distributeurs. Et donc, j'en prends conscience à ce moment-là et j'ai monté des projets chez AXA. J'ai beaucoup accompagné des 4 dirigeants, des agents. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai lancé Congruente, c'est que j'avais le sentiment qu'on n'allait pas assez vite. Ouais. J'avais envie d'innover, de proposer autre chose. Et donc, maintenant, avec Congruente, vraiment, je fais vraiment des choses très personnalisées ou en groupe qui sont différenciantes. Parce que là, ce que j'entrevois, en tout cas, dans l'accompagnement qu'on peut avoir chez les agents aujourd'hui, dans la plupart des compagnies, on leur propose des plateformes de contenu, de partage de contenu. Je ne sais pas si tu es familier de ça. Du tout. Je sais que je vois de plus en plus d'agents sur LinkedIn, entre autres, qui partagent pas mal de mêmes contenus avec la même image de marque, tu vois, si c'est de la Massive, si c'est Generali, etc. Un peu le même contenu avec tous les agents généraux. Du coup, tu le vois très rapidement, voilà, qui sont avec Generali. Voilà, c'est ça. Il y a, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je pense que personnalisé, je pense que tu as la photo de l'agent propre, tu vois, mais c'est le même content, quoi. Il n'y a pas de marque différenciante, je peux dire. Ouais, et puis c'est du contenu qui est plutôt froid. Les avantages de prendre un PER. C'est un peu... Pourquoi vous devez repenser votre protection en tant que chef d'entreprise t'en as fait l'expérience en tant qu'observateur. Mais effectivement, c'est ça qu'on propose aujourd'hui aux salariés aussi, aux salariés, aux distributeurs. On se dit qu'on va pouvoir faciliter leur expression sur les réseaux sociaux en leur donnant des contenus, une bibliothèque et qu'ils puissent le partager sur les réseaux. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je pense que c'est intéressant, ça permet de faciliter aussi beaucoup ce travail de présence et tu vois, de régularité, parce que c'est vrai que c'est un travail important. Création de contenu. Mais ça ne remplace pas plusieurs choses qui me paraissent très importantes, qui est ta stratégie de présence, à qui tu parles, c'est quoi vraiment ta proposition de valeur. Personne n'a envie de suivre quelqu'un qui te fait de l'auto-promo, que ce soit dans le secteur assurantiel ou n'importe lequel. Personne. J'ai envie qu'on me résolve un problème. J'ai envie qu'on m'apprenne quelque chose que je ne sais pas et qui est utile dans ma vie. Et ça doit être le point de départ. Ce qui n'est pas tellement le point de départ des prods, là, qui est très auto-centré. Et donc, voilà, je pensais que ce n'était pas le bon chemin et que je voulais proposer autre chose, d'où cet accompagnement beaucoup plus personnalisé. Et alors, maintenant, je vais faire un petit pont, mais du coup, voilà, ta stratégie, c'est vraiment le but de rendre audible, visible, crédible, attractif, que ce soit les dirigeants ou même les agents sur les réseaux sociaux. Tu as choisi la plateforme LinkedIn. Pourquoi, du coup, avoir choisi LinkedIn comme principal canal de communication ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des clients convoités dans le secteur assurantiel sont sur LinkedIn. Tu as une surreprésentation des CSP+, surreprésentation des chefs d'entreprise, c'est-à-dire vraiment une plateforme d'influence en B2B. Donc, ça veut dire que c'est démontré que tu peux faire de la génération de leads sur cette plateforme. C'est un média que je connais très bien, avec lequel je suis à l'aise. Je serais beaucoup moins à l'aise de le faire sur un Instagram ou à TikTok, même si je regarde des agents qui le font avec beaucoup de talent et d'ingéniosité et de créativité. Mais voilà, c'est moins ma zone de jeu. LinkedIn, c'est une plateforme qui repose énormément sur la proposition de valeur plus que sur le divertissement. Et ça m'intéresse parce qu'on a une telle expertise dans notre domaine assurantiel à partager, à humaniser, à raconter. Finalement, mon métier, moi, c'est de raconter des histoires, et c'est d'aider les autres à se raconter eux-mêmes. Il y a parfois des freins. Il y a une méconnaissance aussi du fonctionnement de la plateforme, parce que tu le constates, t'es utilisateur, l'algorithme, il est capricieux. Il change très récemment. Donc, il faut s'adapter, il faut essayer des choses. Donc, on a besoin d'accompagnement là-dessus. Mais c'est les raisons pour lesquelles LinkedIn, ça m'a motivée. Et je ne connais pas nul autre canal de communication, et là, j'élargis un peu, qui te permet de garder le lien avec ton réseau pro actuel et de te rendre visible de tes prospects ou d'un réseau professionnel que tu convoites. Tu sais, en moyenne, les agents, ils ont 200 à 300 clients, même plus sur des grosses agences. Ça veut dire qu'ils ne voient pas leurs clients, ou ils ne les rencontrent pas une fois par an. C'était impossible, tu vois, sinon ils mangeraient tous les jours avec ses clients, c'est improbable. Et donc, LinkedIn, c'est quand même un super moyen pour être dans le quotidien de tes clients, de tes prospects. Tu leur parles tous les jours. Et tous les jours, tu vas susciter dans leur tête, parce qu'il faut parler dans leur tête, tu vas susciter « Ah tiens, Antoine, ce qu'il dit, c'est juste. Antoine, il a raison. Ah, je vais enregistrer
Ah, et puis Antoine, là, il m'a dit quelque chose d'intéressant. Peut-être que je devrais repenser ou auditer ma protection patrimoniale, etc. Et en fait, ça marche comme un tunnel de conversion que tu as sur des parcours clients tout à fait classiques. Et donc, LinkedIn permet ça. Voilà les raisons pour lesquelles c'est LinkedIn qui me passionne aujourd'hui. Et alors maintenant, on va changer un peu de sujet, mais si ton métier devait être un sport, quel serait-il? Oula! Oh, c'est difficile. Je dirais que ce serait un sport, tu vois, peut-être un sport de raquette. Ok. Tennis? Ouais, peut-être, paddle, ping-pong, ce que tu veux, mais sur le sujet de l'échange, tu vois. Ok. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'utilisateurs qui voient la plateforme comme un endroit où tu postes ton contenu et il ne se passe rien. C'est juste pas la philosophie du réseau. Et d'ailleurs, l'algorithme a encore changé. Je sais pas si tu as vu, mais il va vraiment... J'ai vu, ouais. T'as vu parce que ton reach, il a baissé ces derniers temps. Ça a vraiment baissé. Ouais, à un moment, il y avait un gros sujet de vidéo. Tout le monde postait de la vidéo sur LinkedIn. Là, depuis, ça a chuté. Même si je pense que la vidéo restera toujours un game changer et il faut en faire. Mais après, il faut plus se diversifier. Mais c'est vrai que c'est compliqué de jouer avec l'algorithme. Ah ouais, c'est changeant. Ouais. Et là, dans les grandes annonces qui ont été faites là dernièrement, ils voient vraiment la plateforme comme un espace communautaire. Donc, il va avoir une prime à la visibilité. Donc, je dis peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas familières du fonctionnement de l'algorithme, mais jusqu'à maintenant, quand tu postais quelque chose, imaginons tu es un abonné qui est suivi par 1000 personnes. LinkedIn va pousser ta publication auprès d'un petit échantillon, peut-être 10% à 15% de ton nombre d'abonnés, et il va voir comment ils réagissent. S'ils réagissent positivement et de manière réactive, c'était 1h30, donc si tu veux, tout le monde est au taquet. Donc, si tu as beaucoup de commentaires, d'engagement, sachant que les commentaires, c'est valorisé beaucoup plus qu'un simple like ou instructif, et bien dans ce cas-là, LinkedIn disait « Ok, la publication d'Antoine ou celle de Marie, elle a de l'intérêt, je vais l'exposer à plus de monde et même l'exposer à une audience qui est encore plus large que ton réseau en organique, celui du nombre de tes abonnés. » Donc jusqu'à maintenant, c'est un peu ce modèle qui prédominait. Demain, on sera moins sur une logique de durée. Tu vois, il faut absolument que tout le monde réagisse très rapidement. Ouais. Donc c'est bien parce qu'il y a des publications que tu as faites qui sont peut-être très très bien et qui ont 15 jours et qui vont être poussées par LinkedIn, donc c'est top. Mais là, c'est vraiment la qualité des commentaires que tu peux avoir sur ta production, ta capacité en fait à créer de la discussion, à avoir des commentaires, de créer le débat quelque part, tu vois, mais un débat vertueux, un débat sympathique, un débat où il y a de la valeur. Donc ça, c'est ce qui va être le plus valorisé. Je sais plus quel est... Ah, on parlait du sport. Du sport, oui, c'est ça. Tennis, paddle, exactement. ping-pong. Et donc, le sport de raquette pour l'échange, c'est-à-dire que mon métier, ça va être d'accompagner mes clients vers plus d'échanges et d'interaction. Et aujourd'hui, pour toi, quels sont les principaux défis rencontrés lorsqu'on veut travailler son image, en fin de compte, dans le secteur de l'assurance? Que ce soit un agent, que ce soit un DG, tout ça en rapport avec le personal branding. C'est quoi les principaux défis? Parce qu'au-delà d'être présent, après, il faut que le contenu soit qualitatif. Et comme tu dis, qu'il parle, en fin de compte, à tes abonnés ou à tes clients. Donc, c'est quoi le principal défi par rapport à ça? Alors, il y a peut-être quelque chose qui est lié, qui est plus sectoriel et que je vois plus chez les dirigeants. C'est un défi qui est le fait d'aller au-delà du conformisme. T'as vraiment... on a l'impression que voilà, les dirigeants y sont, ce qui est super. On est un secteur quand même qui est très bien représenté. Tous les directeurs généraux, tous les comités exécutifs sont sur LinkedIn aujourd'hui. Okay. Donc, ils ont bien compris l'intérêt d'avoir un canal direct avec leurs clients, leurs partenaires, leurs salariés aussi. C'est une super plateforme de communication interne, LinkedIn, même si ça n'a pas été créé pour, mais c'est le cas. Et en fait, ils y sont. Et, je pense qu'il y a une bonne régularité et c'est super, on peut se satisfaire de ça. Mais il y a une espèce de conformisme dans la production. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la complémentarité entre ton compte corp et celle de ton dirigeant. Le dirigeant, tu vas pouvoir faire parler le pathos, tu vas pouvoir incarner, tu vas pouvoir exprimer des opinions. Il y a une opinion qui est surreprésentée chez nos dirigeants et dirigeantes, qui est la fierté. Ouais. Ils sont fiers de tout. T'as remarqué ou pas? Après, c'est un peu communication positive, valorisante, voilà.
Formidable, super. Et honnêtement, aucun doute sur le fait qu'ils sont fiers, mais il y a un autre panel d'émotions à aller investiguer pour créer cette connexion émotionnelle, pour ressentir de la confiance vis-à-vis du dirigeant. Tu peux parfois être déçu, tu peux être en colère, tu peux être frustré. Comme on a la chance d'être sur un secteur d'activité qui est vraiment au cœur du quotidien des Français. Et donc, tu es au cœur de pas mal de combats aussi. Ouais. Hein. La lutte contre le changement climatique, la lutte contre la précarité. Hein. L'assurance, c'est une dépense contrainte pour beaucoup de gens. Et donc, comment on fait pour avoir des assurances qui sont de plus en plus inclusives? Donc, il y a plein de choses à faire, vraiment, des choses à dire, des débats, des discussions, des valeurs qui te portent. Et voilà, il y a un truc très conformiste où je pense qu'il s'observe en se disant, bon, lui, il bouge pas non plus, donc en fait, je vais rester comme ça, je prends pas de risque. Ouais. Et donc, j'ai envie de dire à ces dirigeants, allez au-delà de cet obstacle-là, parce que vous êtes, en plus, vous êtes très modélisant pour vos salariés, vos distributeurs. Donc, c'est important ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Ça va aussi modeler tout l'ambassadorship qui va être fait par ailleurs. C'est marrant ce que tu dis ça, parce que pour toi, en fait, tu te dis, j'ai n'importe quoi, sur le compte LinkedIn du groupe, je vais parler vraiment logique, et voilà. Par contre, sur le compte LinkedIn du dirigeant du groupe, je vais parler plus sentiment, ou cette approche-là un peu plus, pas connotée, on va dire logique, qui des fois peut déplaire à un assuré quand il a besoin d'être remboursé, comme tu dis, là, pendant toute la période du Covid. Et du coup, avoir vraiment une approche, je dirais pas amie, mais tu vois, plus... on va dire plus avec un contact positif, tu vois, en fin de compte. C'est plus ça que toi tu prônes, en fin de compte, cet aspect-là. Même si c'est pas que, hein, on va pas faire un carnet je veux pas voir tous les dirigeants parler de toutes leurs émotions, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quelque chose qu'ils font de manière tout à fait spontanée. C'est une dimension du leadership, quand tu regardes bien. Faire appel à ses émotions, dire ce qu'on sent... c'est une dimension du leadership. Donc, accentuer le leadership et l'influence d'un dirigeant, ça passe aussi par ça. Et ça passe par une écriture qui est beaucoup plus spontanée et moins boring, finalement, qu'une plaquette corporate. Ouais. La plaquette corporate, le rapport d'activité, ils ont une raison d'être, ils ont besoin d'être là et c'est super. Je veux vraiment qu'on soit OK là-dessus. Mais là, tu développes un autre canal. Donc, c'est le moment de développer une autre palette un autre registre. Sentiment. Et c'est des gens qui, dans la plupart, dans la vraie vie, sont particulièrement talentueux, parce que déjà, ils seraient pas à ce poste-là, sont particulièrement éloquents, ont vraiment des choses hyper intéressantes à dire. Et des fois, je suis un peu déçue de voir que ça ne se retranscrit pas dans leur prise de parole. Il y a un dirigeant que je suis avec beaucoup d'intention, que je trouve qui fait des choses vraiment très intéressantes, qui est le dirigeant d'AEMA Group, que tu connais aussi, que tu suis. Je suis, c'est vrai qu'il prend position. Et c'est là aussi où tu vois peut-être une scission entre le monde mutualiste. J'ai cité Isabelle Lebot tout à l'heure, et plutôt les assureurs traditionnels. Donc tu sens que voilà, il n'y a pas peut-être la même liberté. Demurger, il est un petit peu aussi hors norme, hein, parce que Demurger, il est dirigeant, il a écrit beaucoup de livres, et puis il est à la tête d'un mouvement qui est quand même le MEDEF des entreprises à mission. Donc bien sûr qu'il porte un discours hyper engagé, mais il y a pas mal de sources d'inspiration. Donc voilà, le défi, c'était alto-conformisme pour les dirigeants. Et si tu pouvais donner 3 conseils à un assureur qui souhaite développer son image, ça serait quoi? Ça serait quoi? Un petit peu en continuité avec ce que je viens de te dire, c'est d'être authentique. Ok. Ça peut paraître complètement bateau, mais je travaille beaucoup je croise des agents qui, tu sais, ont beaucoup de bonhomie, sont très sociables, tu vois, qui ont le contact facile. Et quelque part, je me dis, quand tu es agent général, ça fait aussi partie de ton métier, d'avoir le contact facile avec des clients, d'être très disponible. Et quand je les lis sur les réseaux sociaux, je me dis, mais c'est pas du tout eux, quoi. C'est froid. Oui. C'est vrai. Et donc, je pense que, tu vois, un premier conseil, c'est d'être qui tu es dans la vraie vie. Au même titre que tu peux pas être quelqu'un d'hyper extraverti sur les réseaux sociaux et hyper introverti ou très, très soucieux de l'intimité de ta vie privée dans la vie réelle. Donc, il n'y a pas de bon mode, mais c'est juste sois toi-même. Et ça, j'observe beaucoup de freins parce que ça, c'est quelque chose où tu touches à
à des freins profonds psychologiques. Hein. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que ce que je dis est intéressant? Et oui, ce que tu dis est intéressant. Et la plupart des trucs que me disent les agents me disent mais ça a du sens. Je fais mais bien sûr, parce que toi c'est ton métier et tu le dis tous les jours et tu as peut-être le sentiment que ça n'apporte pas de valeur, mais c'est hyper intéressant. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de bosser sa preuve sociale. C'est un concept, si tu as entendu Caroline Mignot, elle en parle très régulièrement. C'est un concept lié au biais cognitif, tu vois, d'un consommateur quand il arrive dans une boutique, etc. En fait, il faut absolument que tu mettes partout, enfin que tu arrives à mettre dans ton profil, dans tes posts, des choses qui vont rassurer tes clients sur la qualité de ton expertise et le fait que tu sais accompagner les problématiques d'Antoine, par exemple. Donc, je te donne un exemple. Je suis agent général spécialiste sur la protection des chefs d'entreprise des TPE-PME. Bon, déjà, tu as remarqué, j'ai fait un truc hyper ciblé. Ça, c'est important. Il faut que tu aies une proposition de valeur qui soit audible, c'est-à-dire qu'on la comprenne tout de suite et suffisamment ciblée pour vraiment apporter du contenu qui réponde aux problématiques. Et donc là, tu vas dire, j'accompagne 100 dirigeants dans la région Île-de-France. Et tu peux aller jusqu'à mettre les logos des entreprises que tu accompagnes. Tu peux aller jusqu'à raconter des histoires des dirigeants que tu as accompagnés sur des trucs très précis. Hier, le chef d'entreprise de telle boîte, m'a appelé parce que, figurez-vous qu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas mis son alarme à incendie ou que son bâtiment n'était pas aux normes. Enfin, tu vois, un truc... Et donc ça, c'est important parce que déjà, ça monte ton quotidien et aussi... là où tu interviens, et puis ça fait naître l'idée dans des personnes qui te suivent de c'est l'agent qu'il me faut. La preuve, il accompagne 100 chefs d'entreprise qui me ressemblent. La preuve, il a vécu cette situation, donc si je suis amenée à vivre cette situation, c'est la personne c'est le professionnel dont j'ai besoin. Ok. C'est marrant cette preuve sociale, mais souvent je l'avais vu, ces posts-là, de dire j'ai fait plus de 100 ventes, ou tu vois, j'ai fait plus de 400 clôtures comptables. Mais souvent, tu as un peu l'idée où c'est un peu surjoué ou survendre. Tu vois, des fois, je me dis, il faut quand même avoir le bon niveau pour pas trop en faire et pas moins non plus, parce qu'après, tu n'es pas forcément crédible aussi, tu vois. Mais j'entends cette preuve sociale, mais moi, personnellement, je trouvais ça un peu difficile, tu vois, de trouver le bon niveau, parce que même quand tu switches LinkedIn, tu en vois plein des profils qui mettent une preuve sociale très énorme. Et des fois, je trouve que des fois, tu peux avoir cette perte de crédibilité, quoi. Après, c'est ma vision. Ça fait trop waouh. Il faut que ça soit fait avec nuance. Il faut que ça soit la vérité, déjà. Ouais, c'est ça. parce qu'après, ça peut aller, J'ai accompagné 2000 agents généraux sur leur marque personnelle. Enfin, tu vois, c'est un truc que je dirais jamais. C'est pas vrai. Mais donc, il faut que ça soit la vérité. Il faut que ça soit fait avec nuance. Ça doit être fait en relation aussi avec ta marque personnelle, tu vois, qui tu es véritablement. On n'est pas là pour rouler des mécaniques. On est là pour dire, voilà... une fois que tu dis je suis l'expert d'eux, c'est important pour les personnes qui te suivent, qui ne te connaissent pas encore, d'apporter de la réassurance. Et là où je pense que tu as été soumis à pas mal de posts, enfin en tout cas de profils de solopreneurs et de freelance, parce qu'effectivement c'est ça qui... Remarque, c'est un vrai game changer dans l'usage de la marque personnelle, et c'est que en fait, c'est des personnes qui se lancent tout seuls et ils ont beaucoup besoin de preuves sociales parce qu'ils ne sont pas agents chez Allianz, chez AXA. Donc, tu vois, il n'y a pas la marque corporate en ombrelle, ou toi chez Abeille. Et donc, c'est eux, c'est leur principal argument de vente. Tu vois, c'est le bouche à oreille, c'est le fait que j'ai déjà fait ça 10 000 fois. Surtout quand tu es junior. Tu vois, j'hallucine. Des fois, je vois des profils... j'admire un peu leur audace et leur courage de personnes qui ont 25 ans et qui te disent que c'est l'expert de tel sujet, tu vois, alors que ça fait 1 an qu'ils se mettent dessus. C'est bon, bref, on n'est pas tous sensibles, on n'est pas tous sensibles au même niveau. Et est-ce que tu aurais une anecdote à me partager, globale, de ce que tu as vécu ou autre Une anecdote que j'ai envie de partager avec toi et nos auditeurs.
sur le sujet de la présence digitale. Écoute, moi, j'en ai une là qui me vient parce qu'elle est super récente. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité autour d'AXA, qui a lancé une nouvelle garantie pour la protection des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui sont victimes de violences conjugales. Ça te parle, cette garantie? Ouais. Donc, dorénavant, dans l'assurance habitation, en fait, quand tu subis, je sais pas, un dégât des eaux, tu as des services de relogement, des garanties de relogement quand ton habitat est insalubre. Ben là, un petit peu de la même manière, si tu es un homme ou une femme qui subit des violences conjugales, AXA te propose de te reloger en urgence. Quand tu as décidé de partir de chez toi, des fois, la question, c'est « Ok, mais je vais où, en fait ? Je pars où avec mes enfants ? Je sais pas quoi faire. » Et donc AXA propose cette condition de relogement donc pendant une semaine, ce qui est génial, hein, si tu veux. Ça te permet quand même de te poser, de pouvoir faire tes dossiers. Il y a aussi une assistance juridique, d'ailleurs, qui est proposée. Bref, donc très bel engagement qui se concrétise dans les garanties contractuelles. Et donc, moi, je parcours mon fil sur LinkedIn et donc je vois une personne en plus qui fait le même métier que moi, tu vois, qui fait de la communication. C'est peut-être probablement pour ça que ça m'a un petit peu plus énervée. Et donc, qui parle de ce sujet-là, qui prend l'annonce presse et qui met un tampon de pinkwashing. Tu vois ce que c'est le pinkwashing ? Ça te parle ? Pas du tout. Bah, c'est le greenwashing, mais à la cause féminine. Ah d'accord, ok, d'accord. Tu vois, c'est un vocable qu'on peut adresser aux boîtes qui ont des promesses, disent qu'ils sont très engagés sur les femmes, puis en fait, elles font rien du tout, tu vois. Ok. Complètement ignoré. Et donc, elle dit, ouais, c'est du pinkwashing. Bref. Et donc, moi, j'ai quand même bossé chez AXA. Je connais très bien les équipes qui gèrent à la fois le mécénat, parce qu'AXA est engagé au titre du mécénat, au titre du pro bono, avec des juristes qui accompagnent depuis de nombreuses années des femmes qui sont victimes dans leur dossier, leur sujet juridique. Et donc, je me dis, bon, j'y vais pas et tout. Puis en fait, je suis libre de le faire, tu vois. J'aurais été salariée AXA. En fait, je l'aurais pas fait. Ouais. Je l'aurais pas fait, je l'aurais pensé très fort, mais je l'aurais pas fait parce que je me suis dit, bon, est-ce que c'est une bonne idée ? J'aurais probablement appelé la responsable de la réputation pour lui dire, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Là, c'est là où je deviens complètement schizophrène. J'ai occupé ce poste, donc j'aurais reçu le poste d'une personne chez AXA qui me dit, bon, j'ai vu ce poste, moi j'ai envie de répondre et tout, t'en penses quoi ? Tu leur ai dit... Je lui aurais dit non. J'aurais dit non. Ouais. J'aurais dit non parce que j'aurais craint d'exposer la marque, j'aurais craint qu'il y ait un effet stressant, à savoir que une petite publication qui faisait 300 likes, elle en fasse 3000 parce que ça devient un battle de AXA contre... C'est la raison, ouais. Donc, ouais, j'aurais préféré, mais c'est un peu dans notre nature de gestionnaire du risque, tu vois. Toute décision est pesée et j'aurais probablement dit non parce que j'aurais estimé que le sujet du bénéfice versus le risque n'était pas satisfaisant. Et pourtant, là, je le fais. Donc là, je le fais, j'écris, je fais écoutez, parce que j'aime pas les gens qui tutoient sur LinkedIn alors que je les connais pas. Je sais pas si tu as le sentiment. J'ai pas ce problème-là. Donc, je dis, voilà, moi, je suis pas d'accord avec votre propos. Et donc, je lui explique pourquoi. Je lui apporte des éléments de preuve. Bref, puis elle me dit, oui, mais non. Je fais, avant de parler, il faudrait peut-être faire une recherche sur le sujet. Tu vois, moi, je ne porterai pas ce type d'accusation sans être très, très certaine de ce que j'avance, quoi. Bref. Donc, le sujet est clos. Maintenant que tu as le nombre d'impressions sur les commentaires, tu sais, maintenant tu peux le voir. Ouais. Je vois quand même ce commentaire fait pas mal de vues, justement, c'est intéressant. Et puis, il se trouve que je vais à un événement du secteur assurantiel, que je croise des personnes de chez AXA et qui me disent ah, c'est cool, Marie, que tu aies posté ce post. C'est chouette que tu l'aies fait. Et je fais ouais, je l'ai fait et tout. Puis en fait, je m'étonne moi-même. T'as vu, je me suis sentie libre de le faire et je pense que j'aurais pas eu le même truc. Et en fait, je me suis fait la réflexion de c'est drôle parce que on est toutes les boîtes. Même hors assurance, on rêverait d'avoir des salariés qui prennent nos défenses sur les réseaux sociaux. Et quand ça se présente, t'as l'impression que ah non, on n'est pas sûr, machin. Donc moi, j'avais envie de dire qu'il faut libérer les énergies. Voilà, c'est ça le meilleur truc qu'il faut faire pour faire de l'ambassadorat. C'est super d'avoir des plateformes qui te permettent d'industrialiser, d'aider, etc., d'éviter la feuille blanche. C'est formidable d'avoir des formations, mais il faut libérer les énergies. Il faut un moment que les salariés ils se sentent libres d'écrire ce qu'ils veulent.
il y a des règles et je pense que ça fait des années qu'on a communiqué dessus, donc les gens le savent bien, mais ils sont trop... Du coup, on est trop prudents, si tu veux. Donc voilà, c'est l'anecdote que je voulais te raconter. Non, c'est intéressant, ouais. C'est vrai que même moi, tu vois, même moi qui maintenant poste régulièrement sur LinkedIn, des moments, je me suis dit, mais en fait, je suis quand même salarié, tu vois, je suis pas solopreneur ou entrepreneur. Comment est-ce que c'est bien vu, pas mal vu? Je parle en mon nom, je parle pas au nom d'Abeille, tu vois. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis posé cette question-là aussi, tu vois. C'est intéressant. Et pour continuer, est-ce que tu aurais un livre, une reco à nous partager ou même podcast qui t'a aidé au cours de ton parcours professionnel ou même personnel, hein? Il y a un podcast que je voudrais mettre en lumière, j'en profite d'être avec toi aujourd'hui, qui s'appelle Perspective de vie, qui est fait par une femme qui d'ailleurs m'inspire par son parcours aussi, parce que c'est aussi un parcours de reconversion, tu vois. C'est Célia Rabic qui est à la tête de ce podcast. Et donc, c'est une personne qui travaillait dans tout ce qui est sujet d'investissement dans une grosse boîte et qui a décidé de partir et qui est passionnée de contenu, en fait. Et sa mission, dorénavant, c'est de rendre accessible, de rendre visible tout ce milieu de l'investissement, de la pédagogie financière, de la gestion de patrimoine. Et donc, elle fait ce podcast depuis un certain nombre de temps maintenant. Et je le suis avec intérêt parce que ça m'apprend beaucoup de choses sur... déjà aussi un sujet qui me paraît plus obscur, tu vois. Pourtant, c'est pas très éloigné, tu vois, de mes sujets, mais tout ce qui est asset management, family office. Et puis, ça m'apprend beaucoup sur ma gestion personnelle. Ah ouais, d'accord. Finances. On en revient au poste de Isabelle. Exactement, exactement. On en est toujours là. Et donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur. Donc, voilà, à travers toi, je voulais lui mettre un petit coup de pouce. Et un autre truc, peut-être, j'écoutais pas mal de podcasts, tu vois, de businesswoman. Ouais. Puis en fait, j'ai l'impression que, tu vois, ça m'aidait pas. Sur le moment, je trouvais ça utile et puis après, je l'ancrais pas. Le vrai truc qui est utile pour moi aujourd'hui, c'est de faire du sport. Ok. Voilà, c'est un truc qui m'apprend la régularité. Tu vois, comme les posts LinkedIn. Tu vois, même si tu veux pas aller à la salle, bah, tu vas y aller quand même. Ouais. Qui m'apprend en fait le goût de l'effort. Quand c'est dur, c'est que tu peux encore pas taper 10-20% au-dessus. Et ça, tu vois, moi, la prospection, c'est pas mon terrain de jeu. C'est un truc que j'appréhende vachement. Et donc, me confronter à la difficulté, le sport, ça m'aide aussi à ça. Donc, je trouve beaucoup de parallèles entre ma vie de solopreneur et le sport, donc la discipline. Quand tu dis que la prospection, c'est pas ton terrain de jeu, ça m'étonne un peu parce que je me dis, comme tu es dans la com, tu vois, donc tu as quand même une bonne prestance, tu sais quand même bien parler. Moi qui regarde pas mal tes posts sur LinkedIn, je trouve quand même qu'il y a de la valeur ajoutée dans ce que tu dis. Donc c'est vrai que c'est marrant que tu me dis ça parce que pour moi, je pense que tu arrives très bien à te vendre, tu vois. Enfin, c'est l'image que tu mets en avant en tout cas. On va dire que je fais du soft power. Ça, c'est un truc qui est, sur lesquels c'est facile. Je n'ai pas de difficulté. Mais tu vois, le fait de prendre mon téléphone, de faire de la prospection à froid. Ah oui, d'aller contacter directement, ouais. Et donc, j'en profite aussi pour dire aux gens qui nous écoutent que je trouve qu'en cela, LinkedIn, c'est quand même un super espace de jeu pour les introvertis. Ok. Parce que moi, aujourd'hui, j'attire des personnes à moi justement par ma présence sur les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup plus agréable pour moi que voilà, de faire de la prospection à froid, forcément d'avoir des gens qui te disent « je suis pas intéressé, pas maintenant », etc. Et donc, voilà, c'est un bon moyen de faire de la prospection passive, si tu veux. Ok. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, essentiellement, je génère du lead vers mes solutions de conseil. Et ça me va très bien, même si mon petit défi perso, tu vois, c'est quand même de muscler ma prospection active. Maintenant, on va parler du NPS, du Net Promoter Score, qui est une métrique de l'expérience client qui mesure la probabilité qu'un client recommande votre produit. Moi, j'ai remarqué quand même qu'au niveau des InsurTech, bon là j'ai pris exemple sur Alan, qui a un score de 68 sur 100 sur l'année 2024, il me semble, ou 2025, qui est vraiment au-dessus de la moyenne, en tout cas du secteur de l'assurance santé. J'avais également pris part du rapport du World Life Insurance Report 2025 de Capgemini, Research Institute. Et en fait, ce qu'elle disait, c'était surtout les sociétés qui étaient vraiment innovantes, donc tout ce qui était InsurTech, qui avaient vraiment pris le dessus par rapport à ces recommandations que les assureurs traditionnels.
Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y avait la responsable mondiale de ce secteur-là par rapport à cette étude-là qui disait en fait que l'assurance vie est vraiment en train de perdre un statut d'incontournable. Les assureurs doivent combattre l'idée selon laquelle l'assurance vie ne se résume pas à une assurance et un décès. Tu vois ? Et c'est vrai que par rapport à ça, tu parlais d'avis clients en avant, où tu récoltais un peu tous ces avis clients au niveau de chez AXA. Pour toi, la réputation en ligne, en fait, quel est l'impact de cette réputation en ligne dans l'image globale de l'entité du groupe, par exemple? C'est vraiment très important ou c'est... parce que maintenant, par exemple, là, j'avais vu une campagne de pub, pareil, c'était Massif, je crois, qui prenait en fait texto des retours de ses clients, qui les mettait en avant. Pour toi, maintenant, une bonne campagne de pub, c'est mettre en avant ses clients ou mettre en avant un produit, en fin de compte? C'est les deux en réalité. Ta meilleure publicité, c'est des avis clients positifs, bien sûr. Il faut que tu saches les valoriser pour attirer d'autres personnes qui ressemblent à la cible. Tu te souviens de l'histoire de la preuve sociale. Ouais. Donc, ce que tu dis, ça a de l'intérêt. Ce que je retiens là dans le sujet par rapport à la citation de la personne sur l'assurance vie, c'est que l'assurance vie, effectivement, c'est plus un sujet de décès, etc. C'est un sujet de gestion de patrimoine. Ouais. C'est comment tu vas amoindrir ton imposition, comment tu vas transmettre ton patrimoine à tes enfants. Et donc, si tu veux, il y a 1 million de sujets. Enfin, là, tu peux vraiment avoir un narratif quasiment quotidien. Donc, c'est pas bonjour monsieur, je viens vous voir, et puis après, tu le revois plus. Ta vie, elle change en plus. Et en cela, j'invite tes auditeurs à aller voir ce que font les CGP. Les CGP, ils sont hyper forts pour faire un narratif autour de l'assurance vie. Ok. Et d'ailleurs, moi, je les prends souvent en exemple pour accompagner mes clients agents d'assurance qui sont spécialisés en gestion de patrimoine, parce que ils voient juste, quoi. Ils sont vraiment dans la tête des personnes qui les écoutent. Et je t'invite à suivre une jeune CGP, parce que je crois qu'elle a que 2 ans d'activité, qui s'appelle Morgane Ernoux, qui a plus de 12 000 abonnés aujourd'hui sur LinkedIn. Et Morgane, tu vois, quand tu l'écoutes, elle te dit moi, je fais 100% de mes leads, je les fais sur LinkedIn aujourd'hui. Et comment elle fait ça ? Parce que, comme le suggérait ta question, en fait, elle ne parle pas que de technique, elle parle justement pas du tout de technique. Elle te dit pourquoi il ne faut jamais mettre tes enfants en bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie, au nom de tes enfants. Tu sais pourquoi ? Vas-y, dis-moi. Mais parce que c'est un truc qui a été observé notamment beaucoup chez les garçons. C'est qu'une fois que, si tu ouvres un contrat d'assurance vie dans l'optique de, je veux que mon enfant ait un petit patrimoine à ses 18 ans pour financer ses études, sa voiture, etc. La conséquence, c'est que le jour de ses 18 ans, il est propriétaire de X milliers d'euros que tu as mis sur son compte pendant 20 ans, tu vois. 18 ans en l'occurrence. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a la maturité de gérer ce patrimoine ? Oui, d'accord, ok. Il va tout liquider, faire un rachat. Mais c'est une question que tu dois te poser. Et donc, ça s'est vu beaucoup chez des mecs qui claquent tout, en fait. D'accord, nous, on est plus dépensiers. Ouais, apparemment. Ça demande à être... on mettra un lien vers l'étude sur le podcast pour dire d'où ça sort. Mais donc, ça, c'est hyper tangible. Et la question, c'est pas tellement est-ce que j'ai envie d'une assurance vie. Tu as plein de choses qui drivent des gens sur l'assurance vie. Donc, elle a un narratif hyper puissant, elle publie beaucoup et il y a plein de choses à dire, même sur le volet actualité. Tu es dans le monde du réglementaire, ça bouge tout le temps. Ouais, tout le temps. Les clients, ils ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui les conseille, qui leur explique, qui rend ça vraiment digeste quelque part. Et l'autre point par rapport à la vie client, la vie client, il doit être valorisé, il doit beaucoup plus être mis en lumière. Et Morgane, elle fait bien les deux. C'est pour ça que c'est un bon exemple et ça retranscrit bien... en tout cas, c'est une bonne illustration pour ta question. Donc, les deux trucs gagnants. Dans la newsletter de Maud Alaves, on en parlait en off, il y avait un article qui m'avait interpellé sur l'utilisation de l'IA pour l'écriture de posts sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un bon prompt, tu peux facilement, limite, te rédiger une newsletter qui est très correcte, même un post qui est très percutant avec beaucoup d'engagement. À l'heure où on peut quand même remettre en cause, on met quand même pas mal en cause l'authenticité, notamment avec l'utilisation de l'IA, te dire est-ce que c'est moi qui parle ou c'est l'IA ? Comment tu peux retrouver en fait cet équilibre entre authenticité et professionnalisme dans sa communication ? Alors je dis pas qu'on n'est pas professionnel quand on utilise l'IA, mais
c'est différent, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu différent. Comment tu peux retrouver cette authenticité si tu utilises l'IA, par exemple? Bah, il y a déjà un premier sujet, c'est que l'IA te génère pas d'idées, Hmm. ou elle te génère des idées qui sont globalement standards. Ouais. Les meilleurs posts, c'est les posts en fait que tu as vécu. Moi, la plupart du temps, je dis à mes clients qui me disent bah Marie, j'ai pas tellement d'idées, je fais mais ton quotidien est une source d'idées intarissable. La dernière objection client que tu as eue, c'est un super post. Euh, le dernier sinistre que tu as géré qui s'est pas bien passé, c'est aussi une source d'enseignement. Et donc ça, l'IA, elle peut pas l'inventer, tu vois. Il va te faire des trucs un peu bateaux sur pourquoi je dois prendre une assurance vie, etc. Donc ça, déjà, l'IA, elle génère pas d'idées. Donc on a déjà des bons trucs à lui apporter. Le deuxième sujet, c'est que je pense que c'est ce qu'on disait au préambule, ça va démocratiser la présence sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui ne se sentaient pas à l'aise avec l'écriture et vont se dire ah, formidable, je vais aller sur l'IA, ça va me faire tous mes trucs. Et tu as raison, moi je l'utilise aussi et il n'y a pas de problème à ça. Ça me permet de structurer ma pensée. Des fois, c'est pas fluide, il me fait des bonnes accroches. Mais ça n'empêche que si tu n'as pas une bonne stratégie de présence, si tu n'es pas solide là-dessus, tu peux écrire ce que tu veux. Ça marchera pas. Mais non, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, un des des premières choses que je déconstruis avec les personnes que j'accompagne, c'est à qui tu veux parler et pourquoi. À qui tu veux parler? Ah, mais je veux parler à tout le monde. Non, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, on va aller voir quelle est la micro-cible. Plus tu iras sur une micro-cible, plus tu vas te distinguer. Ok, pour toi, il faut mieux aller sur une niche Oui. que d'aller te dire, vas-y, je vais parler à plusieurs auditeurs, quitte à une niche, ça, ouais. Des fois, mais du coup, tes clients, enfin, les agents, ils peuvent pas se dire des fois, bah, je vais perdre une part de ma clientèle si je parle pas à eux aussi. Tu vois, non, il n'y a pas ce retour-là? Si, après, ils te disent, oui, mais comment je fais? Dans ce cas-là, on admet que LinkedIn, c'est un des piliers stratégiques pour aller adresser cette clientèle. Ok. Et il se trouve qu'il y a quand même de plus en plus, les agents, ils ont fait leur transformation digitale aussi, qui ont d'autres assets. Ils ont des newsletters, ils ont des sites web, ils ont aussi beaucoup de présentiel. C'est des gens qui voient leurs clients one-to-one ou aussi font des conférences. Et en cela, c'est plutôt cool. Mais le meilleur conseil que je peux apporter pour un agent, par exemple, qui veut être visible très rapidement, avoir des effets, un retour sur investissement rapide, tu te mets à fond sur une micro-cible. Attention, un truc sur lequel tu es vraiment très expert, qualifié, ta proposition de valeur, elle est reconnue. Et c'est en cela où l'IA ne remplacera pas ton expertise. Et tu fonces. Et tu as eu quand même plusieurs années d'expérience chez AXA. Maintenant, aujourd'hui, avec l'ère de l'IA, LinkedIn, les réseaux sociaux, quelle tendance, toi, tu as vraiment observé qui est la plus forte en termes de changement, tu vois, tout au long de l'année, là, enfin même cette année, mais même parce que l'année, il y a l'IA qui est vraiment qui explose, mais même par le passé, enfin, tu vois, quelle est vraiment la tendance qui, toi, t'as plus marqué au cours de ton quotidien pro Alors là, si je me projette dans le futur et sur l'usage de LinkedIn, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je suis en train de finaliser mon offre d'accompagnement pour les agents généraux. Et donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des agents pour comprendre leurs freins, leur utilisation au quotidien, etc. Et en fait, je me suis aperçue que pour beaucoup d'entre eux, maintenant, ils communiquaient plus sur leur marque personnelle que sur la marque corporate. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? Ok. Ça veut dire que quand je viens de voir, je t'ai dit bonjour Antoine. Avant, probablement que je t'aurais dit bonjour Antoine, je suis agent général Alliance, spécialiste du cyber, par exemple. Ouais. Et maintenant, ils font plus du tout ça. Maintenant, ils te disent bonjour Antoine, je suis Marie-Christine Fontaine, j'ai une expertise de 15 ans dans l'assurance cyber, j'ai accompagné 20 clients sur des problématiques, etc. Donc, en fait, le sujet de la marque corporate, de la marque de l'assureur, ça devient un sujet secondaire. Et en fait, j'étais assez surprise de ça, parce que moi, je viens du corporate, tu vois, je viens de la compagnie. Ouais. Donc, pour moi, la marque, forcément, c'est ce qu'il y a de plus majeur, quoi. Oui, c'est important, tu vois, c'est un actif stratégique que j'ai contribué à défendre pendant des années, qu'il faut valoriser, et puis qu'il faut rendre visible, etc. Et encore une fois, qui demande des investissements humains et en investissements colossaux. Et donc là, j'ai des agents qui me disent « Non, mais tu sais, moi, Marie, la marque, c'est OK, c'est un sujet de réassurance, c'est un sujet que j'adresse après. » Moi, ce qui fait que mes clients viennent me voir aujourd'hui, c'est ma marque personnelle. C'est mon expertise, c'est mon savoir-faire, c'est la personne que je suis.
Et donc, en fait, c'est hyper instructif. Et donc, finalement, c'est des personnes qui sont très matures, en fait, pour aller sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin d'accompagnement plus pour muscler la stratégie, pour comprendre plus les codes de l'algorithme et voilà, avoir un truc qui est efficient. Mais ça m'a marqué, vraiment, fort. C'est marrant hein, parce que c'est quand même, je dirais, les AXA ou tu parles d'AXA, c'est quand même eux qui proposent le produit, tu vois. Ouais. Donc de dire que, en fait, non, c'est moi d'abord et après on va parler produit et de l'agence, c'est assez, c'est assez marrant d'avoir cette approche-là. Mais je pense que, tu vois, je parlais des CGP qui sont quand même surreprésentés sur LinkedIn. D'ailleurs, tu verras, moi, je m'en suis fait un défi presque personnel. Je suis à la recherche de l'agent général qui a envie de rendre ceci possible, mais je rêve qu'il y ait un agent général qui soit parmi les top influenceurs de la pédagogie financière sur LinkedIn. Ok. Aujourd'hui, tu n'as que des CGP. Tu peux faire passer un message aujourd'hui. Je cherche, voilà. Je cherche quelqu'un qui est motivé et qui poursuit ce rêve aussi. Tu vois, il y a le grand salon des investisseurs qui s'appelle l'Investir Day qui a lieu au mois d'octobre chaque année. C'est un événement qui est important, tu vois, pour la profession. C'est là où les investisseurs viennent pour voir s'ils vont acheter du AXA, du machin, bref. Et donc, c'est la première fois que lors de cet événement, il y a ce concours des meilleurs comptes qui font de la pédagogie financière. Et donc, tu as 10 nommés, et sur les 10, tu as 10 CGP. Le reste, c'est des médias. Mais moi, je prends conscience de ça, je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une part de marché à bravo. Mais en fait, tu vois, les CGP, ils ont, je pense, contribué aussi à faire que on muscle sa visibilité professionnelle, son image pro sur sa marque perso et moins sur sa marque, les marques qu'on représente. Parce que les CGP, c'est typiquement ce qu'ils font. Comme ils ne sont pas affiliés, ils n'ont pas d'exclusivité, ils sont vraiment beaucoup sur leur nom. C'est marrant que tu parles de CGP sur LinkedIn, parce que moi, je les vois plus présents sur Instagram. Ah, aussi. Alors après, je ne sais pas si c'est LinkedIn qui m'exite, les CGP, parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, sur Instagram, j'en vois beaucoup plus, tu vois. Ok. Pas mal sur la vulgarisation ou donc c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse part là-dedans. Mais après, en termes de contenu, je pense que après c'est tout ce que tu fais en termes d'accompagnement pour les agents, parce que les CGP ils balancent du contenu. Enfin, moi qui le vois sur Instagram, c'est très très régulier sur ces sujets-là. Et en plus, des fois, l'approche elle est très compréhensive pour une personne, tu vois, tu vois, ce que c'est l'assurance vie, tu en parlais tout à l'heure, sur des sujets où tu peux le comprendre très rapidement et tu n'as pas besoin d'aller voir un agent, tu vois. Donc là, je me dis, il y a un peu ce pont-là, tu vois, cette opportunité-là, que s'ils font la même approche, forcément, ils pourront se créer ou augmenter leur clientèle, tu vois. Enfin, je sais pas. Et tu en as un qui est très fort. Et d'ailleurs, tu vois, ça m'emmène. Tu m'as demandé qu'est-ce qui m'avait interpellé. Guillaume Simonin, qui est le créateur des feuilles volantes. Ah oui, ça. C'est un CGP, qui avait développé cette démarche commerciale auprès de ses clients. C'est-à-dire que quand il venait te voir en rendez-vous, au lieu de te présenter des prêts, il te faisait des schémas par rapport à la problématique que tu te posais, parce que ça me paraît normal et je pense que les gens ont besoin de comprendre ce qu'ils achètent, quels conseils, qu'est-ce qui se passe, on parle de leur patrimoine. Et donc vient le sujet des feuilles volantes et donc il va faire ça et puis maintenant il a vraiment basculé dans la création de contenu. C'est incroyable. Et donc ça m'amène à le deuxième truc qui m'interpelle le plus pour l'avenir, c'est les gens aussi comme toi, tu vois, la créateur économie. C'est-à-dire que on va avoir des salariés qui sont... Enfin, je veux dire, là, on a vraiment passé une frontière. Tu n'es plus dans une gestion de marque personnelle, là. Tu es dans une gestion de création de contenu. Donc, tu es créateur d'un podcast, d'une newsletter, tu as des abonnés, tu as une audience. Et ça, je regarde ça avec beaucoup d'admiration parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est vrai. Tu vois, tu as ton job et à côté de ça, je sais le travail que ça représente. Donc, je trouve ça très chouette. Et donc, ouais, je trouve ça encore plus chouette que ça soit spontané et que ça vienne sur notre secteur d'activité qui a besoin de différentes voix pour expliquer toute sa richesse. Merci. Et qu'est-ce que tu aurais aimé donner, en tout cas à la Marie, la petite Marie qui a commencé sa carrière, quel conseil tu aurais aimé lui donner en début de carrière ? J'aurais aimé lui dire que échouer, c'est le chemin
le plus efficace vers le succès. D'accord. C'est Et- le mindset américain où des fois c'est plus valorisé quand tu as eu un échec que quand tu as eu un parcours très lisse, quoi. Ouais, alors, j'irai pas jusqu'à valoriser mes échecs, Ok. mais je suis assez persuadée que c'est plus tu accumules de l'expérience, rapidement, plus tu vas trouver la voie qui sera couronnée de succès. Et ça, c'est un truc, même si je pense que dans les entreprises actuellement, on fait beaucoup d'efforts sur la culture de l'échec, que moi, je me suis pas trop autorisée. Euh, Syndrome de la bonne élève, si je fais un truc, c'est pour que ça soit bien. Ouais. Et du coup, je pense que c'est une erreur. Donc, c'est ça que le conseil que je donnerais, c'est échouer. Alors, pas échouer bêtement, hein, t'es pas là pour faire un truc Faire qui est exprès bancal, d'échouer, tu vois. ouais. Mais là, je construis mon programme d'accompagnement pour les agents. Je ne sais pas encore quel mode ça va être. Est-ce que c'est du full digital? Est-ce que c'est du présentiel? Mais en fait, je vais le faire. Et en fait, je vais accumuler de l'expérience. Et ça, c'est important. Parce que sinon, si tu attends toujours le truc parfait, tu fais jamais rien. Et cette offre-là, enfin, tu parlais de digital ou présentiel, pour toi, tu penches vers laquelle, là, actuellement? Enfin, là, tu dis, t'en sais pas, mais tu as peut-être déjà une idée en J'ai tête j'ai ou... pas... Moi, mon idée, c'était plutôt de faire du digital. Ok. Et en fait, là, je discute avec des agents, des inspecteurs commerciaux. Donc, tu sais, c'est les personnes qui encadrent, Hmm. enfin, qui accompagnent, coach. C'est vraiment le partenaire des agents généraux qui me disent, ouais, mais tu vois, nous, on n'est pas sûr que c'est le bon format. Peut-être que le format présentiel sur 3 heures, c'est beaucoup mieux. Donc, en fait, j'ai envie de faire les deux. Voilà. J'ai envie de faire les deux et voir comment ça marche. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup digitalisation, mais c'est vrai, tu as quand même la part humaine qui est quand même encore très importante à avoir. Donc c'est marrant qu'ils te fassent ce feedback-là parce qu'au final, je pense que même si on digitalise, il faut quand même avoir la part de l'humain. Notamment, des fois, on parlait, je sais plus avec qui, je crois que c'était avec Héloïse quand j'ai fait l'épisode sur Okoa, la startup, où elle parlait pareil, l'IA, quand tu appelais ton service client, tu vois, par exemple, l'utilisation de l'IA, des fois, tu as aussi envie d'avoir quelqu'un au bout du fil quand tu as eu un sinistre, tu vois. Donc là, cette part-là où tu parles tech et humain, à un moment donné, il faut quand même trouver le bon équilibre pour du coup faire passer ton message correctement et pas du coup te décrédibiliser en fin de compte parce que tu utilises trop la digitalisation qui ne va pas correspondre aux attentes de ton client. Et là, c'est un peu ce que tu te rends compte en termes de feedback. Parce que je pense que les agents, eux, ils vivent le terrain au quotidien. Donc forcément, ils ont une approche, je pense, plus claire et lisible de ce qui se passe réellement. Donc je trouve ça intéressant qu'il t'a dit non, non, mais en fait, il faut plus faire d'humain que Oui. la digitale. Puis en réalité, dès lors que tu fais de la formation, l'humain, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est Tu sûr, vois, ouais. on a tous vécu, je pense, des formations derrière nos écrans. Enfin, tu vois, c'était un peu J'ai vécu pendant la douloureux, période quoi. du Covid. Ouais, c'était douloureux. Puis en plus, t'as plein de petits trucs qui peuvent te parasiter où en fait, t'es pas attentif. Formation, c'est un cadeau que tu te fais. Donc, il faut que tu te donnes les moyens. Le présentiel, c'est bien, c'est mieux pour ça. Mais écoute, je sais pas, je vais tester les deux. On verra bien ce que ça donne. Mais ça, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes enfants. Parce que quand t'as quand t'as des enfants, du coup, tu sais, t'as le regard de faut que je leur donne ce qu'on m'a pas donné ou un truc comme ça. Donc, c'est quelque chose que je leur dis très souvent. Vas-y, fais-le, c'est pas grave. Si t'échoues, il n'y a pas de souci, tu t'arriveras à rebondir, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour tout dire, chez moi, nous, on regarde beaucoup le basket à la maison. Ok. Et donc, il y a une citation de Michael Jordan qui est affichée dans la maison. Je vais pas pouvoir te la dire vraiment de manière tout à fait correcte, mais il dit j'ai shooté 3000 tirs dans ma vie, 26 fois on m'a fait la passe décisive et j'ai raté. Et j'ai tellement raté que c'est pour ça que j'ai du succès aujourd'hui. Ok. Ouais, marrant. Ouais. Voilà, donc ça c'est la source d'inspiration familiale, mais c'est celle que j'aurais aimé avoir plus jeune. Et qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus pour les années à venir, là? Pour Congruente, l'entrepreneuriat C'est déjà d'avoir une bonne année, tu vois, une bonne année en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est l'objectif que je me suis donné. Continuer à faire des belles rencontres, parce que honnêtement, alors j'avais un métier où je rencontrais plein de gens jusqu'à maintenant, mais je trouve que le fait d'être entrepreneur, ça t'offre beaucoup d'opportunités. Et en fait, je suis étonnée positivement qu'il y ait autant de solidarité, en fait. Ok. Je trouve que, tu vois,
Même nous, quand on a échangé ensemble, on a fait connaissance sur LinkedIn. Ouais. Maintenant, je travaille avec des agents généraux qui sont des chefs d'entreprise. Et je sais pas, il y a un rapport qui change. Tu vois, t'as un truc un peu de OK, mais on va s'entraider, tu vois. Ouais. Même des personnes qui pourraient être des concurrents, tu les entrevois comme des partenaires. Enfin, donc pour le moment, vraiment, c'est peut-être un peu bisounours ce que je vous dis, mais voilà, j'ai fait jusqu'à maintenant de très belles rencontres et j'espère que ça va durer. Mais c'est vrai ce que tu dis, moi je trouve depuis que je publie pas mal sur LinkedIn, en fait je rencontre pas mal de gens qui viennent me contacter directement et du coup tu crées des liens, tu vois, même nous deux, enfin voilà, que, en fait, que tu retrouves pas sur Instagram. Enfin en tout cas moi je le retrouve pas sur Instagram, ce que je retrouve sur LinkedIn. Oui, c'est vrai. Ça c'est clair. Et pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour un prochain épisode? Alors j'ai réfléchi à cette question parce qu'elle m'a été soumise, parce que c'est pas une question avec laquelle tu réponds comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à ta question et je me suis dit que ça serait intéressant de mettre des personnes, des métiers qui ne sont pas forcément très visibles et qui, moi, m'ont passionnée quand j'étais chez AXA, qui sont les personnes qui règlent les sinistres et notamment qui règlent les sinistres lors des accidents corporels graves. Ok. Donc là, je parle vraiment d'accidents de la route où malheureusement tu as des décès, où tu as des personnes qui vivent un handicap, ou tu vois, l'explosion de la rue de Trévise, ou voilà, des choses humainement... Désolée, je plombe vraiment l'audience, mais l'audience, c'est le moment de le dire, l'ambiance. Mais voilà, c'est des gens qui font un travail très difficile et humainement qui le font vraiment avec beaucoup de justesse. Et d'empathie aussi, non? Ouais, énormément. Et moi, j'ai adoré travailler avec eux. J'intervenais parce que dès lors qu'on était saisi d'un sinistre qui est médiatique, c'est pas forcément... généralement, quand tu as des choses un peu lourdes, ça devient un sujet, tu vois. Et je travaillais à leur côté, j'ai toujours fascinée par leur sang-froid, leur humanité et le lien qu'ils avaient avec leurs clients. Parce que tu vois, quand tu accompagnes un de tes clients, un de tes bénéficiaires qui a un enfant et qui a un accident et qui est handicapé, il est possible que son handicap soit évolutif. Et donc, ça veut dire que ces personnes-là, ces équipes, elles vont accompagner cet enfant qui va devenir un adulte pendant 10-20 ans. Donc, il y a des relations très fortes, tu vois, qui se nouent. Ouais. Et voilà. Donc, moi, c'est un métier que j'ai trouvé passionnant, dont on ne parle pas beaucoup, qui est plutôt méconnu. Et je trouverais intéressant que tu puisses en inviter. Merci beaucoup pour cet échange. Mais je suis très content de l'avoir réalisé. Je crois qu'on en avait parlé il y a quoi? Il y a 3-4 mois, non? Ouais, même je crois que c'était plus court, tu vois. C'est comme quoi, on fonce. Merci beaucoup pour être venu à l'épisode. Puis en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour Congruente et du coup réussir ton chiffre d'affaires sur l'année. Merci en tout cas. Et ma mission, qui est quand même de rendre plus visibles et audibles les assureurs sur LinkedIn. Merci à toi. Salut Antoine. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.